Merci à vous et merci à ceux qui sont venus écouter. Alors, toute commémoration engendre un certain nombre de vérités officielles, officieuses, et de mensonges encore plus officiels et encore plus officieux, et qui font que souvent les commémorations ressemblent plus à des funérailles qu'à des célébrations. Ce qui se passe en Russie aujourd'hui relève d'ailleurs de cette réalité, puisque le pouvoir poutinien a mis en place un comité chargé d'organiser la célébration de la Révolution russe, qui se compose de 63 personnes, toutes plus éminentes les unes que les autres, et qui est présidé par un dénommé Sergei Naryshkin, qui est le chef des services de renseignement étrangers. Donc voilà donc un historien particulièrement compétent pour s'occuper de la Révolution russe. On trouve dans les 63 un certain nombre de membres de l'Église orthodoxe, le cinéaste Nikita Mikhalkov, qui est devenu un véritable réactionnaire complet, et le dirigeant des syndicats prétendument indépendants, M. Shmakov, qui, en 1991, avant la chute de l'URSS, était le secrétaire du syndicat, entre guillemets, des personnels de la défense, donc de l'armée, et qui n'a quitté le Parti communiste de l'Union soviétique que le 21 août à 10h du matin, quand il a été certain que le putsch allait rater. Bien, alors, avant d'aborder directement le sujet de ma petite communication, je voudrais me livrer à 3 digressions utilisant le pouvoir absolu qui est remis à celui qui parle par celui qui modère. Le premier, c'est d'abord une citation du camarade Lénine, qui ne va peut-être pas vous remplir d'enthousiasme pour l'avenir qui nous attend, surtout si je ne me trompe pas trop dans la suite. Lénine a, en avril ou mai 1918, écrit « Toute grande révolution est impensable sans une guerre intérieure, civile, qui entraîne une ruine économique encore plus grande que la guerre extérieure. Ce qui, ajoute-t-il, engendre un état d'extrême incertitude, de déséquilibre et de chaos, car les éléments de décomposition de la vieille société ne peuvent que multiplier les crimes, les actes de banditisme, de corruption et de spéculation, et pour en venir à bout, il faut du temps et il faut une main de fer. Et au cas où l'auditeur, car c'est dans un discours de Lénine, n'aurait pas encore bien compris, il ajoute « D'ailleurs, tous les grands mouvements populaires dans l'histoire ont fait surgir une écume d'aventuriers et d'escrocs, de fanfarons et de braillards que Lénine se propose d'arrêter et de fusiller. » Voilà qui n'est pas très encourageant pour l'avenir qui, j'espère, nous attend quand même. Alors, arrêter et fusiller, arrêter, oui, fusiller. Lénine est un spécialiste de l'hyperbole. Alors, il y a un tas d'historiens, ou prétendus tels, qui utilisent d'ailleurs cette hyperbole dans le vocabulaire, présenter Lénine comme un tueur systématique. Un jour, par exemple, il reçoit chez lui le sculpteur Yuri Anenkov, que la direction du parti envoie pour faire un buste de Lénine. Alors Lénine le reçoit, puis à un moment il lui dit « Vous savez, l'art, hein, une fois que ces buts propagandistes seront remplis, bon, on le supprimera parce que ça ne sert à rien. » Alors l'autre, évidemment, décide de ne pas faire de buste de Lénine, bon. Mais ça relève d'une hyperbole caractéristique dans le vocabulaire qui reflète, à mon avis, le fait que Lénine, dans beaucoup de ses décisions, qu'elles fussent bonnes ou mauvaises, c'est une autre question, se heurtait à une opposition systématique, le plus souvent molle. Pas une opposition déclarée, encore que. L'opposition déclarée, elle existe, mais souvent molle, une résistance à faire ce qu'il demandait. 2 petites remarques avant d'aborder le sujet exact. C'est par rapport à... J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'exposé de Simon Pirani, qui était tout à fait passionnant, je trouve. Mais je voudrais souligner un petit point. C'est que quelles qu'aient été les difficultés qu'a rencontré le parti bolchevique et quelle qu'ait été son aspiration à régenter des événements qui étaient difficilement contrôlables, ce parti a quand même, jusqu'à la fin, je veux dire jusqu'à 22, quoi, en gros, connu une démocratie interne très frappante dont les mésaventures de David Ryazanov, le futur président de l'Institut Marx Engels, sont une illustration. Je vais les résumer très brièvement. David Ryazanov était un opposant systématique. Il s'opposait à tout.
Il était opposé à l'insurrection d'octobre. Ensuite, il était partisan d'un gouvernement socialiste homogène réunissant ceux qui étaient pour arrêter la guerre, les bolcheviks, et ceux qui étaient pour la continuer, les socialistes révolutionnaires. Puis, il a été tellement opposant à l'abbé de Brest-Litov qu'il a quitté le parti bolchevique. Et puis, la révolution allemande de 1918 l'a convaincu que la révolution russe avait un avenir. Il a réadhéré. Et puis, il était à la fois philosophe, l'un des plus grands connaisseurs mondiaux de Marx et Engels, mais réel, je veux dire, pas du tout un rigolo comme Suslov, qui ne connaissait Marx et Engels que par les citations que lui donnait son secrétaire, que j'ai un jour rencontré et qui m'a raconté ça. Et en 1900, il était partisan d'indépendance totale des syndicats. Vous avez en mars 1920, à la veille du congrès des syndicats, une réunion de la fraction communiste des syndicats, c'est-à-dire les délégués au Congrès, membres du Parti communiste. Lénine fait voter par le bureau politique une résolution sur les syndicats, disant que les syndicats doivent contribuer avec le parti à relever l'économie. 7 membres du comité central sont détachés à ce congrès, à la réunion de fraction communiste, pour faire voter cette résolution. Riazanov s'y oppose, dépose une résolution exigeant l'indépendance totale des syndicats, et sa résolution est adoptée contre celle du bureau politique. Lénine explose, ça lui arrivait assez souvent, surtout à cette époque-là, et décide de faire voter par le comité central l'interdiction à Riazanov de s'occuper des syndicats, de militer dans les syndicats. Riazanov fait appel au bureau d'organisation qui a été mis en place après la mort de Jacob Sverdlov en mars 1919. Le bureau d'organisation annule la décision du comité central. Congrès des syndicats suivants, avril 1921, quand même au lendemain de Kronstadt et la proclamation de la NEP, la Lénine prend la grosse artillerie. La résolution du bureau politique sera présentée par Mikhail Tomsky, membre du bureau politique et secrétaire des syndicats. Tomsky lit la résolution, ne la défend pas, Riazanov intervient, dépose la même résolution que l'année d'avant, et c'est encore lui qui gagne à cette réunion de fraction des communistes. Donc dans les 2 fois, les membres bolcheviques des syndicats votent une résolution qui est contre la décision du bureau politique de leur parti. Cette fois-là, alors Lénine fait rayer définitivement Riazanov du travail syndical, mais il continue. Au congrès, je ne sais plus quel congrès qui se tient quelques mois après, il annonce triomphalement que plus de la moitié des membres de la fraction communiste des syndicats le soutiennent. Bon, finalement, Lénine lui dit, écoute, tu vas aller t'occuper de Marx et Engels, et puis il va diriger l'Institut Marx-Engels. Évidemment, il sera fusillé par Staline, c'est inéluctable. Enfin, dernière chose, bon, on connaît, parce qu'il y a la réponse de Lénine dans ses œuvres complètes, la réponse qu'il fait à la lettre de Gavril Myasnikov qui demande l'instauration de la liberté de la presse en URSS. Mais le refus opposé par Lénine, qui explique que la liberté de la presse, c'est un organe politique. Les journaux, c'est une arme. Donc si on décrète la liberté de la presse, eh bien la bourgeoisie internationale va acheter suffisamment de gens ici pour pouvoir agir contre nous. Mais quelques semaines plus tard, il reçoit une deuxième lettre d'un nommé Mgeladze, qui sera lui aussi fusillé, bien sûr, par Staline, qui dit « L'opposition nous est nécessaire ». Il explique « Les SR et les mencheviks seront moins dangereux s'ils sont chez nous que s'ils publient leur bulletin à Berlin ou à Prague ». Et il développe pourquoi il faut absolument avoir cette opposition. Bon, Lénine refuse encore, mais il est très frappant qu'on a là 2 exemples de militants qui réclament quelque chose contre la vie de la direction de leur parti. Bien, maintenant venons-en au thème réel de mon intervention. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que la révolution relève d'un passé révolu ou appartient-elle toujours au présent? Ben, si elle appartient à un passé révolu, ça veut dire que nous avons là, devant nous, un phénomène historique qui répond à des circonstances historiques dépassées, c'est-à-dire relevant d'une autre période de l'histoire dans laquelle nous sommes, et qui pourrait nous intéresser éventuellement pour éviter de répéter telle ou telle erreur ou telle faute, ou pire qu'erreur d'ailleurs éventuellement, parce que toute révolution est plus ou moins la sœur jumelle d'une autre. Mais si elle appartient à une époque antérieure, les leçons que l'on peut en tirer éventuellement sont quand même en partie dépassées. Or, qu'est-ce qui définit la
permet de définir à quelle période appartient la révolution d'octobre 1917. Je pense que ce qui permet d'en définir le cadre, ou au moins de discuter de ce cadre, c'est la définition que donnait Lénine de l'impérialisme dans son livre, dans ce qu'il appelait lui-même une brochure, qu'il qualifiait d'essai de vulgarisation, c'est-à-dire l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme. Je rappelle ces deux définitions que Lénine donnait de lui-même, de son petit livre. Vous voyez que c'était très modeste comme définition, et Lénine n'était pas du genre à jouer la comédie. Parce qu'ensuite, on essaiera de transformer Lénine en théoricien. On créera le léninisme, mot qui a été inventé en 1924 seulement. Enfin, ça existait avant, mais avant, léniniste, ça définissait uniquement la conception dite scissionniste que Lénine avait du parti. Or, comment est-ce que Lénine définit l'impérialisme dans cette brochure terminée en juillet 1916 ? Il a défini par 5 traits fondamentaux. Il dit concentration de la production et du capital, fusion du capital bancaire et du capital industriel et création sur la base de ce capital financier d'une oligarchie financière. 3e point, l'exportation des capitaux prend une importance toute particulière. 4e, formation d'unions internationales monopolistes de capitalistes partageant le monde. Et enfin, fin du partage territorial du globe entre les plus grandes puissances capitalistes. Il me semble, moi, vous me direz, je ne suis pas un économiste, enfin bon, quand on voit ce qu'écrivent les économistes, il n'y a pas de quoi se sentir honteux de ne pas l'être. Il me semble que cette définition est d'une très grande actualité. À une nuance près, c'est que le développement du capital spéculatif, c'est-à-dire du capital purement bancaire et des opérations spéculatives auxquelles ce capital prête, ont pris une importance infiniment plus grande qu'à l'époque de Lénine. Il suffit de se rappeler quand même que la crise de 2008 s'est traduite en l'espace de quelques minutes par la disparition de 25 000 milliards de dollars, somme qu'évidemment Lénine n'aurait pas pu envisager en 1916. Et puis, le point 5 est évidemment un peu aujourd'hui modifié, car on n'a plus la concurrence entre les pays impérialistes pour se partager le globe, concurrence qui a donné naissance à la Première Guerre mondiale, et encore à la Seconde, bien sûr, puisque nous avons aujourd'hui un capitalisme dominant, qui est d'ailleurs le cœur des capitals financiers, qui est l'impérialisme américain. Peut-on le définir, comme pensait Kautsky, comme un super-impérialisme ? Ça se discute et je me garderai bien d'entrer dans cette discussion parce qu'il nous mènerait trop loin, puis je n'ai pas encore réfléchi là-dessus, puis même si je réfléchis, je ne voudrais peut-être à rien. Un capital tellement dominant, par exemple, qu'en 2016, les forces spéciales américaines se sont déployées dans 138 pays, sur moins de 200 qu'en comporte la planète. Donc on a une expression de la dimension que prend sur tous les plans, bien sûr, la domination de ce capitalisme, cet impérialisme. Mais en dehors de ce changement, le fait que tous les autres impérialismes sont des impérialismes dominés, même on peut dire domestiques. Si on prend l'impérialisme britannique ou français peut-être encore pire d'ailleurs, je sais pas, peut-être parce que, je ne sais pas si Hollande était pire que Blair, enfin bon, de toute façon, tout ça relève du même niveau, ce sont des impérialismes relais, dominés et domestiques, qui n'ont donc aucune indépendance réelle par rapport à l'impérialisme dominant. Or, cet impérialisme, Lénine le qualifiait de capitalisme agonisant, parasitaire ou pourrissant. Alors, agonisant ou pourrissant, on peut se dire, apparemment, le camarade Vladimir Ilitch n'est pas un vrai prophète, puisque 100 ans après, cet agonisant est toujours en situation de survie. Parasitaire, alors en revanche, là, c'est absolument indiscutable. Ce capitalisme est un capitalisme totalement parasitaire qui poursuit son existence en développant sur 2 points une activité débridée, d'un côté le développement spéculatif et deuxièmement une offensive déchaînée pour baisser par tous les moyens le coût du travail, qui aboutit d'ailleurs à une destruction partielle
du secteur industriel et du prolétariat qui ne peut pas exister sans secteur industriel. Les deux sont liés d'ailleurs. Je connais d'abord la situation de mon propre pays. C'est très frappant de voir à quel point des secteurs industriels entiers s'effacent, disparaissent, et à quel point, deuxièmement, l'offensive contre le coût du travail se traduit par toute une série de mesures proprement destructrices. La mise en place systématique des contrats à durée déterminée, dont certains durent de 4 à 10 jours, et dans certains métiers, ça remplace petit à petit la classe ouvrière organisée avec un salaire mensuel, un contrat annuel, etc. Et deuxièmement, ce parasitisme se traduit par la promotion de toute une série d'activités qui n'ont absolument plus rien à voir avec la production de marchandises sous quelque forme que ce soit. Il y a 60 ans, si on avait demandé à un fils d'ouvrier, tiens, qu'est-ce que tu voudras devenir plus tard? Qu'est-ce qu'il aurait répondu? S'il était très modeste, il aurait dit instituteur, et s'il était moins modeste, il aurait dit ingénieur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Eh bien, je travaillais dans la com, dans la pub, dans les start-up, dans tout ce que vous voulez, qui ne produit rien que du vent. Pensez que la valorisation de Facebook, c'est, si mes souvenirs sont bons, 85 milliards de dollars qui représentent du vent. Parce que ça fonctionne sur la pub et la transmission d'informations qui peuvent être d'ailleurs parfaitement fausses, ce qui est un aspect tout à fait second du problème. Lénine avertissait d'ailleurs, quand il écrivait cela, que ce serait une erreur de croire que la tendance et la putréfaction excluent la croissance rapide du capitalisme dans certains domaines. Et il explique en conséquence que cette réalité ne fait qu'aggraver les inégalités entre les pays de la planète. Ce que nous pouvons constater aujourd'hui. De façon secondaire, il soulignait que ce développement à la fois parasitaire et financier du capitalisme, il permettait de dégager des super-profits qui lui donnaient la possibilité de corrompre une couche ouvrière privilégiée qui se trouvait à la tête des partis sociaux-démocrates et à la tête des syndicats. Il avait tiré cette conclusion, entre autres, de la rapidité foudroyante avec laquelle les dirigeants des partis sociaux-démocrates du monde entier s'étaient rangés derrière leur bourgeoisie d'Europe en tout cas, parce que les autres étaient moins concernés, dès le déclenchement du conflit mondial. Les uns avec la triple alliance, les autres avec la triple entente, et puis les pays neutres derrière la neutralité. Le seul pays où ça ne s'est pas passé, c'est la Russie, où les députés bolcheviques et mencheviks, ce qu'on oublie trop souvent, ont refusé de voter les crédits de guerre. Puis il y a eu 2 députés serbes aussi, ce qui d'ailleurs de leur part était assez héroïque. Bien, et cette corruption, elle est à la fois matérielle et politique, c'est-à-dire se marque par l'intégration de cette couche ouvrière privilégiée dans les instances de l'État ou les instances voisines de l'État. Moi, je vois en France, c'est tout à fait frappant de voir le nombre de bureaucrates syndicaux qui, une fois partis à la retraite, se voient attribuer des postes dans toute une série d'institutions, elles, totalement parasitaires, qui ne servent strictement à rien, qui servent simplement à leur offrir une retraite dorée, d'où ils peuvent continuer à donner des conseils à leurs successeurs. Tous ces traits que souligne Lénine se sont aggravés après la Deuxième Guerre mondiale, dont il faut se rappeler qu'elle a représenté une destruction fantastique de forces productives, sans exemple évidemment dans l'histoire de l'humanité. Comparé à la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, c'est quasiment une plaisanterie. 65 millions de morts, la moitié de l'Europe entièrement détruite, les 3/4 de la Russie d'Europe détruits. Cette destruction fantastique a évidemment engendré la nécessité de reconstruire ces forces productives en partie et donné l'illusion qu'on assistait à une nouvelle période de développement du capitalisme. Aujourd'hui, nous sommes, paraît-il, entrés dans une période de reprise de l'économie mondiale. C'est ce que nous annoncent les médias quasiment tous les jours. En regardant la télévision chez moi, ce qui m'arrive de plus en plus rarement, tellement le spectacle est difficile à supporter, j'apprends que quasiment tous les jours, l'industrie française reprend, qu'il y a des créations d'emplois, le chômage a baissé de 1,2%.
On n'en est pas certes encore en France comme en Angleterre au contrat 0 heure, mais quand on regarde la réalité, on s'aperçoit qu'effectivement les emplois, c'est les livreurs à vélo, avec des contrats extrêmement temporaires, pour un travail extrêmement mal payé, extrêmement dangereux, et qui peuvent être licenciés du jour au lendemain par simple rayage de leur nom sur la liste informatique par leur employeur. Aucune modalité de licenciement n'a besoin d'être respectée. Ils disparaissent simplement du jour au lendemain. Le prix Nobel d'économie Stiglitz, qui n'est pas, comme vous savez, un révolutionnaire convaincu, mais qui est loin d'être un idiot, a écrit un article il y a 3 ans, je pense qu'il le réécrirait aujourd'hui sans le moindre problème, intitulé « La reprise mondiale est là, mais elle n'a rien de réjouissant ». Et il ajoute « Le PIB réel, pas le PIB bidon qu'on nous sort dans les médias, c'est-à-dire en oubliant tous les problèmes de l'inflation, etc., par habitant de la France, de l'Italie, de la Grèce, du Royaume-Uni, des États-Unis, est plus bas aujourd'hui qu'avant la grande récession. » La grande récession. Et il ajoute « Une quantité disproportionnée des emplois créés aujourd'hui sont les emplois à bas salaire, au point que les revenus médians des ménages continuent à décliner. » Et il conclut « Des deux côtés de l'Atlantique, les économies de marché ne répondent pas aux besoins des citoyens. Combien de temps cela peut-il durer ?» Donc à sa manière, cette interrogation pose indirectement une question. Est-ce que les masses qui supportent le coût croissant de la survie d'un capitalisme de plus en plus spéculatif et destructeur, combien de temps est-ce qu'elles accepteront de supporter ça avec l'encouragement des diverses bureaucraties, ou à quel moment pourront-elles se dresser contre lui pour tenter de le subvertir? Et quand je dis les masses las de supporter le coût croissant de la survie de ce capitalisme, c'est une réalité de plus en plus quotidienne. Dans la politique de destruction engagée par les gouvernements des divers pays. Il me reste combien de temps? 5 minutes. Bon, c'est la vie, hein. On s'attaque à tout. Par exemple, en France, non content de supprimer des lits, la précédente ministre socialiste dans les hôpitaux, Marisol Touraine, en a supprimé 23 000. La nouvelle ministre de la Santé a expliqué qu'il fallait faire 3 milliards d'euros d'économies de plus sur les hôpitaux et réfléchit à un projet qui serait d'envoyer les opérés le soir de leur opération chez les habitants voisins qui accepteraient pour 50 € de louer leur piole. Oui, mais tout ça est l'expression d'une décomposition à la fois économique et sociale. Donc, combien de temps ça peut durer? Personne n'en sait rien. Ce que je constate, c'est que l'année dernière, en France, pour parler du pays que je connais, la loi travail concoctée par le gouvernement dit socialiste de M. Hollande a suscité une très profonde vague de protestation. Comment est-ce que les bureaucraties syndicales ont répondu à ce mouvement de protestation? Elles ont organisé, à 15 jours de différence, 13 journées d'action successives. Ce qu'on appelle chez nous saute-mouton, enfin chez vous aussi peut-être d'ailleurs, parce que après tout le saute-mouton ça se pratique partout, enfin, surtout chez les enfants. Et ce qui fait qu'évidemment au fil de ces journées d'action, les ouvriers, les employés ont l'impression qu'on se payait un peu leur tête et se sont petit à petit découragés. Et c'est parti pour recommencer. Alors, dernière question, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une révolution? Si vous regardez des événements relativement récents, ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte, il faut un mouvement profond des masses. C'est ce qu'il y a eu en Russie en 17. Mais ça n'est que la première partie d'une révolution. Enfin, je ne vais rien vous apprendre en réalité, mais enfin, ça fait toujours plaisir de croire qu'on apprend quelque chose aux autres. Il faut qu'il y ait une organisation qui donne à ce mouvement venu des profondeurs une visée politique. Si vous prenez la Russie de 17, lorsque le dirigeant bourgeois Milioukov écrit dans son livre sur la Révolution, lorsqu'il titre les chapitres à partir d'août 1917, il titre ces chapitres « Ou Kornilov ou Lénine ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pays se disloque, confronté au mouvement paysan, au lockout, aux grèves, aux désertions massives. Mais un pays qui se disloque ne peut pas se disloquer indéfiniment. Il doit bien finir par trouver un équilibre, c'est-à-dire une force politique qui lui donne une issue.
Donc il peut y en avoir deux des Miliukov, ou Kornilov, le coup d'État qui sera tenté à la fin d'août, ou Lénine, parce qu'il pense que seul le parti bolchevique est capable de donner une issue, une perspective. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte? Il y a eu un mouvement venu des profondeurs, effectivement, de la société, comme une révolution classique. Elle n'avait rien de spécifiquement arabe, contrairement à ce qui est écrit la presse. Mais comme il n'y avait strictement aucun parti, même petit n'aurait peut-être pas suffi à la tâche, mais pour donner une orientation politique à ce mouvement qui a balayé ce qu'il a pu de l'ancien régime, eh bien, il a fini par capoter, par aboutir dans une impasse. Ce qui a remis en selle, alors en Égypte c'est net, avec l'appui direct des Américains, puisque c'est les Américains qui façonnent l'état-major de l'armée égyptienne, l'appui un peu plus indirect en Tunisie, le système ancien a été remis en place, grosso modo. Bon, un peu plus démocratique quand même en Tunisie qu'avant. Donc ce qui manque toujours, c'est ce sur quoi Lénine insistait, c'est le fait qu'il faut une force politique qui ait un objectif. Et je terminerai là-dessus. En 1917, c'était simple, si j'ose dire. Il y avait un parti qui avait une perspective. Il faut renverser le système existant, tout le pouvoir aux soviets, mais il faut un parti pour le leur donner et pour le conserver. Il a dit, Lénine se heurtait à une résistance farouche de son parti. Pas seulement celle de Zinoviev et Kamenev qui envisageaient l'avenir de façon particulièrement stupide, comme un parti bolchevique devenu le principal parti d'opposition dans l'Assemblée constituante à la tête d'un pays qui se disloquait complètement, mais d'un certain nombre d'autres qui sont terrorisés à l'idée qu'ils vont devoir prendre le pouvoir dans une situation catastrophique. Et quand on lit les débats du comité de Pétrograd du parti bolchevique, c'est très frappant. Il y en a un, Volodarsky, qui sera tué plus tard par les SR, qui dit « Mais si on prend le pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va nourrir la population? Comment est-ce qu'on va payer les salaires? Il faudra qu'on déchaîne la terreur. Donc il faut attendre. » Objections qui sont d'ailleurs très compréhensibles. C'est la terreur devant l'abîme qui s'ouvre sous leurs pieds. Il n'empêche que si l'abîme s'était ouvert sous leurs pieds sans qu'ils aient pris le pouvoir, ils auraient été engloutis par la contre-révolution et sans doute fusillés bien avant que, pour la plupart d'entre eux, Staline ne s'en occupe. Donc c'est évidemment la question qui se pose aujourd'hui. Pour conclure, à mon avis, nous sommes toujours dans la période ouverte par la Révolution russe, enfin par la Première Guerre mondiale et la Révolution russe. Il y a une période de décomposition de l'impérialisme, sur laquelle il faudrait travailler d'ailleurs, pour illustrer. Et que, deuxièmement, à la différence de la Russie 1917, si en bas on accepte de moins en moins de vivre comme avant, alors ça atteint le sommet en Grèce, si j'ose dire, parce qu'en bas, le sommet, c'est pas très cohérent comme image, mais enfin, ça fait rien. En haut, on peut de moins en moins gouverner comme avant. Prenez la France. Avant, vous aviez un système qui reposait sur deux partis, le parti de Sarkozy et le parti de Hollande. Aucun des deux n'existe plus quasiment aujourd'hui. Il n'y avait plus. Le PC n'existe plus, il n'y a plus de parti dans ce pays. Parce que la République en marche de Macron, c'est une caricature de Macron lui-même, ce qui n'est déjà pas facile. Donc la question qui se pose, c'est effectivement la question de ce parti qui manque et dont, hélas, je ne voudrais pas vous empêcher de passer une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, rien n'indique qu'il se prépare à apparaître dans les semaines et les mois à venir. Mais ça n'empêche pas que la possibilité historique existe. Simplement, ça sera plus dur qu'en 1917. Merci. Merci beaucoup. On aura...